Nous sommes de retour à 7h10. C'est l'heure d'aller retrouver notre professeur avocat en droit constitutionnel. Il est auteur, analyste également. Bonjour Frédéric Bérard. Salut Michel Langevin et l'Outaouais. Hey, comment ça va? Écoute, ça va. À chaque fois que je te parle, ça va bien. Puis à chaque fois que je te parle, j'ai un soleil d'en face au propre. Puis là, j'ai quasiment le goût de te dire au figuré, mais là, les auditeurs vont dire que je charrie un peu. Alors, je vais y aller pour le soleil au propre. Écoute, pour mieux te connaître, il y a des gens qui me demandent, est-ce que M. Bérard est père de famille? Lui, est-ce qu'il y a une grande famille? Est-ce qu'il y a des enfants? Il habite où? Il vient de où, ce gars-là? Il est donc ben bon. Il y a des gens qui m'ont posé la question. Je te laisse y répondre. Premièrement, je les remercie beaucoup. Puis c'est vraiment un plaisir de vous parler maintenant 2 fois semaine. Je parle à Michel, mais j'essaie toujours de penser que c'est pas juste à un ami que je parle, mais aux gens qui sont à l'écoute. Moi, en fait, j'ai vécu très longtemps, pas si loin, à vrai dire, de l'Outaouais. Moi, je suis originaire de Mont-Laurier. Mm-hmm. J'ai passé les 20 premières années de ma vie là-bas. Ma famille est originaire de là, mes grands-parents et tout. Et je suis déménagé à Montréal pour les études, donc c'est ça, là, à 19-20 ans. Et puis, oui, j'ai une grande fille qui a maintenant 20 ans depuis attends une minute, là, c'est le 17 août, fait que ça fait pas longtemps, ça fait 2 semaines à peu près. Et puis voilà, puis je suis aussi le père de 2 labradors absolument excités en tout temps, qui ont remplacé ma fille non pas dans mon cœur, mais dans mon condo, disons ça, parce que ma fille elle vole maintenant de ses propres ailes, elle étudie à McGill, et puis voilà. Merveilleux, merveilleux. Hey, juste de même. Imagine-toi quand ta fille était, je sais pas, au primaire. Tu sais, t'allais amener à petite école. Là. Puis qu'il est arrivé 2-3 complotistes avec des porte-voix qui disent « La pandémie n'existe pas. Vous avez le droit de porter le masque. Legault est un dictateur. » Comment t'aurais réagi, mon Frédéric? D'après toi? Aïe. C'est grave parce que en fait, moi, je trouve que ça fait un petit peu pitié, à vrai dire, parce que j'ai toujours, je suis sûr qu'il y a plusieurs parents qui font la même chose, en fait, je le sais. J'ai toujours essayé d'enseigner un peu l'esprit critique à ma fille, qu'elle se fasse une idée par elle-même, tu sais, qu'elle réfléchisse par elle-même. Puis bon, c'est quelqu'un qui est très zen, puis qui a un bon recul à l'étudier en philosophie maintenant. Je suis très, très, très fier d'elle. J'ai vraiment essayé de lui inculquer ça, puis ça n'a pas été difficile. Je pense qu'elle l'avait en elle. Mais malheureusement, je pense que on le voit avec la pandémie, il y a certains de ces enfants-là qui ont des parents qui ont des comportements, je vais dire, déplacés, là, comme ceux que tu viens de mentionner. Et moi, c'est surtout à ces enfants-là que je pense au final. Parce que je me dis, tu sais, puis j'en connais, t'en connais sûrement toi aussi. Par exemple, des amis, des couples séparés. La mère, elle comprend là, que c'est une pandémie, puis c'est pas le fun, puis faut prendre des mesures nécessaires. Mais le père qui est dans le complotisme à fond la caisse, les enfants là-dedans sont absolument tiraillés, hein, parce qu'évidemment, ils aiment leurs 2 parents, là, puis ils n'ont pas à choisir entre un et l'autre. Et là arrive un moment donné où il y en a un qui passe ses journées à dire que Arruda, c'est un mensonge, puis que Legault, c'est un dictateur, puis que la pandémie n'existe pas, puis c'est pas vrai qu'on meurt du coronavirus, et ainsi de suite. Ta mère essaie de te dire le contraire, t'as des profs qui nuancent. Je veux dire, ça ne fera pas des enfants forts. Là. Écoute, hier, pour compléter là-dessus, Frédéric, j'ai écouté la tribune téléphonique à Montréal, et il y a une femme qui a appelé pour raconter à peu près le récit dont tu parles, qu'elle et son mari ne s'entendaient pas sur pour ou contre le passeport, pour ou contre les vaccins, puis finalement, ils ne s'entendaient pas du tout sur la pandémie, que les 2 plus vieilles filles du couple, ils ont 3 enfants, ne parlaient plus à leur père, et elle admettait candidement qu'elle allait mettre fin à leur relation par la voie d'un divorce très bientôt, qu'elle n'en pouvait plus. Et des exemples comme ça, je le sais pas, là, l'histoire que je t'ai racontée, moi, c'est une histoire qui est relativement près de moi, là, des gens que je connais. Mais je suis assez certain qu'il y en a plusieurs autres. Et c'est d'une tristesse parce que être complotiste, se poser des questions, critiquer le gouvernement, on fait ça, toi puis moi, à journée longue, c'est une chose, c'est sain dans une démocratie, on veut ça. Mais quand on parle de complotiste, là, c'est la coche au-dessus, là. On n'est plus là. Et puis, le complotiste, essentiellement,
ça, c'est documenté, ça devient une secte, en quelque sorte. Tu sais, quelqu'un qui rentre dans les Raéliens, quelqu'un qui rentre, je vais dire, dans les témoins de Jéhovah, parce que c'est qualifié de secte en Europe, et ces équivalents-là, puis il y a des degrés de dangerosité, on s'entend bien. Mais ce qui arrive, c'est que ces gens-là coupent les liens avec le monde extérieur, coupent les liens de façon générale, avec leurs amis, avec leur famille. Ils s'isolent. Et là, aujourd'hui, tout ça est nécessairement galvanisé par les réseaux sociaux. Hein. C'est pas pour rien qu'on dit que Facebook, c'est une chambre d'écho. Tu cliques sur des algorithmes. C'est pour ça que c'est né Facebook. C'était ça l'idée derrière. On clique sur des algorithmes et on s'enferme dans une chambre d'écho de gens qui disent comme nous. Donc, plus ça va, plus ces gens-là sont difficiles à récupérer, entre guillemets. Et bien là, ça crée des scissions. Puis moi, c'est surtout aux enfants auxquels je pense, parce que je veux dire, ils n'ont pas à choisir, puis tu n'as pas à leur demander si c'est vrai que papa dit de la bullshit. Je veux dire, comment tu veux qu'ils sachent ça à 5, 6, 7, 10 ans, Tout à fait. 12 ans? Tout à fait. Écoute, il nous reste 5 minutes. Je m'excuse. Je t'ai amené ailleurs, mais je veux que tu me parles de la campagne fédérale. Je veux que tu me parles des conservateurs qui sont maintenant en tête. O'Toole mène sur Justin Trudeau. Écoute, c'est une surprise. En tout cas, pour moi, là, s'il y en a qui l'ont prévu, vous êtes forts. Mais moi, je te dirais que je suis pas sûr que les gens ont tant l'idée de voter pour O'Toole. Je pense qu'ils ont beaucoup plus l'idée de voter contre Justin. Tout à fait. Et ça revient peut-être, tu te rappelles, à la première discussion qu'on a eue sur l'élection là-dessus. Est-ce que cette élection-là est légitime? Tu sais, lancer une élection en pleine 4e vague, alors que les travaux du Parlement allaient relativement bien. Tu sais, il y avait rien là, qui était bloqué à Ottawa, là. Ça allait. Donc, Justin a joué la carte du cynisme en disant « Je lance les élections en plein été, les gens ont la tête ailleurs, après ça, ça va être la rentrée scolaire, ils penseront pas trop à ça, il y en a qui ont leur petit chèque de PCU ou l'équivalent, ils vont regarder à côté, ils vont dire « Ah, O'Toole, ben ouais, on sait qui ça, O'Toole, Singh, bof, il est bien sympathique, mais on ne le voit pas comme premier ministre, et ainsi de suite. » Or, là, c'est ce qui est en train de se revirer contre Justin, c'est justement cette espèce de pari du cynisme, où je pense qu'il y en a plusieurs qui se disent là, écoute-moi bien, mon petit pit, là, t'avais aucune raison de lancer des élections comme celle-là. Et là, on apprend en plus qu'après une semaine d'élection, tu cherches des idées pour ta plateforme. Il y a de quoi qui marche pas, là. Tu as lancé toi-même l'élection en question. Ça ne nous tentait pas d'en avoir une. Non seulement ça ne nous tente pas, parce qu'habituellement, ça ne nous tente pas de manière générale, mais en plus de ça, c'était pas nécessaire. Et en plus de ça, c'est dangereux. On est en 4e vague. Ouais. Et là, tu nous arrives puis tu n'as pas d'idée, tu n'as rien à proposer. Mais ça, c'est nous prendre pour des imbéciles. Il a misé sur la naïveté des gens, je crois, en donnant puis en dépensant beaucoup pendant la pandémie. Il s'est dit maintenant que tout le monde est vacciné, que les conservateurs sont moyennement organisés, je pense que je vais avoir la majorité, puis il s'est dit c'est le temps de le faire. Il a voulu profiter, lui, de ce vent-là en pensant qu'il allait avoir la majorité, puis c'est en train de se revirer contre lui d'après les sondages. Moi, je suis absolument d'accord. Là, on s'entend bien qu'il reste quand même 18 jours à peu près. Ça a le temps de changer, puis l'avance des conservateurs n'est pas insurmontable. Mais ce qui arrive, par contre, c'est que si la tendance se maintient, et même si elle redevenait favorable à Trudeau, au mieux, il va aller chercher un minoritaire. Donc, on retombe exactement dans la situation où on était il y a ça 2 semaines. On aura dépensé 600 millions, on aura fait les clowns. Et ça, moi, j'en veux aux politiciens qui agissent comme ça, parce qu'ils alimentent le cynisme citoyen. Et après ça, ben, les gens se disent, on peut pas leur faire confiance, ils nous niaisent et ainsi de suite. Winston Churchill disait, Michel, la phrase suivante, il dit, un vrai homme d'État, c'est pas celui qui pense à sa réélection, c'est celui qui pense aux générations futures. Et bien franchement, il y a pas mal de vrai là-dedans. Parce que moi, quand je les regarde aller, là, je veux pas juste viser Justin, là. Quand je les regarde pas mal tous aller, ou en tout cas en bonne partie, qui là-dedans pense réellement aux générations futures de manière sérieuse, au-delà de sa petite réélection? Moi, j'en vois pas tant que ça. Et il y en a pas beaucoup, effectivement. Et ça, c'est d'une tristesse. Tu sais, sur la question de l'environnement, là, Justin essaie de ramener les conservateurs sur ce carré de sable-là, les faire passer pour des déconnectés, ce qui est absolument vrai par ailleurs, là. Mais c'est parce que le bilan environnemental de Justin, c'est quoi, au fait, depuis 6 ans? Moi, ce que je sais, là, c'est qu'il nous a acheté un pipeline avec 10 milliards. Il a permis des forages à fond la caisse dans l'Atlantique, des forages pétroliers, évidemment, qui sont en train de pulvériser
la biodiversité marine. Et l'année passée, il a offert 1,9 milliard de dollars à la pauvre petite industrie pétrolière. Fait que c'est ça. En échange, il nous a promis d'abolir les pailles. Fait que j'imagine que ça se vaut à quelque part, mais la dernière fois que je suis allé chez McDo, j'ai encore pris ma paille en paille. Enfin, je la prends pas, mais elle existe. Alors, elle est encore en plastique, je te le confirme. Bon, tu vois. Fait que ça pour dire que quand tu vis dans une maison de verre, idéalement, tu lances pas des roches. Et puis, ça serait bien que Justin, qui avait un aura, hein, la jeunesse et tout, à l'échelle internationale, il est excessivement populaire. Ça aurait été bien qu'il se serve de ça, justement, pour penser aux générations futures. Ce qu'il n'a pas fait, je suis désolé, le bilan est désastreux. Maintenant, il reste encore quelques semaines. Peut-être que les gens vont le réélire, auquel cas, grand bien lui fasse. Mais ce serait bien qu'à ce moment-là, qu'ils saisissent enfin d'opportunités pour essayer de créer une espèce d'héritage, notamment pour les générations futures. On en parlait en début d'émission. Moi, c'est surtout à eux que je pense, et pas mal plus à eux, en fait, que la petite réélection d'un puis l'autre. On va surveiller ça d'ailleurs ce soir, les 4 grands chefs qui vont s'affronter dans le cadre du premier débat, c'est en français, sur TVA. Bon débat, Frédéric, j'espère qu'on va trouver de la substance, mais ma prédiction, c'est que Justin va nager dans toutes les directions, puis O'Toole va jouer la trappe comme jamais le Canadien réussit à la jouer. Plus qu'avec Jacques Lemaire et les Devils? Ah, absolument. Ça va être l'ultra-trappe. Il va dire les mêmes 8 phrases pendant 2 heures ou à peu près, et puis il va espérer que ça passe juste de même. Un petit peu de... Galvaudez-moi un petit peu, là, mais il va toujours dire les mêmes affaires. Il va faire à quoi de pas comprendre les questions, parce que lui, il a tout à perdre. Il est là. Alors que Justin, lui, il va tout essayer. Qu'est-ce que Blanchet va faire, son arrogant, comme d'habitude? J'ai hâte de voir. Il a le talent, lui, d'orateur que les autres n'ont pas, puis il s'en sert très bien pour marquer des points. Écoute, ça va être intéressant. Puis M. Singh essaie de se faire à croire qu'il peut encore être premier ministre, lui. Puis pourtant, tu sais, il espère toujours la vague orange, mais passer la vague orange. J'ai hâte de voir. Franchement, ça va être intéressant. Bon, ben écoute, on se rejase de ça lundi, j'imagine. Sans faute, mon vieux. Merci beaucoup. Salut. Bon week-end, tout le monde. Bye-bye. Bon week-end. À bientôt. Maître Frédéric Bérard, avocat, professeur, docteur en droit constitutionnel. Il est 7h22, les manchettes avec Pierre-Jean Séguin et au retour, député provincial libéral de Glengarry Prescott Russell. Ça, c'est limitrophe, hein? Juxtaposé, juste à côté du Québec. Amanda Simard est avec nous.